Bonjour. Asseyez-vous. Cher Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire général, très heureux de vous voir. Bonjour. Vous avez la traduction, c'est bon? Cher Monsieur le Secrétaire général, je suis très heureux de vous voir. La Russie, comme un des pays fondateurs de l'Organisation des Nations Unies, a toujours soutenu cette organisation universelle. Nous considérons qu'elle n'est pas seulement universelle, mais unique en son genre. Il n'y a pas d'autre organisation dans la communauté internationale et nous soutenons autant que possible les principes sur lesquels elle a été fondée et nous allons continuer de le faire. Pour nous, c'est un peu étrange d'entendre les déclarations de nos collègues qui parlent d'un monde fondé sur des règles et nous considérons que les règles principales, c'est justement la charte de l'ONU et les documents adoptés par cette organisation et non pas je ne sais quel papier écrit par certains dans leur propre intérêt. Nous regardons aussi avec étonnement les déclarations de collègues sur le fait qu'ils ont une situation exceptionnelle dans le monde, ou en tout cas ils le prétendent, parce que justement l'Organisation des Nations Unies considère que tous les participants de la communauté internationale sont égaux, indépendamment de leur puissance et de leur situation géographique. Et je pense que cela s'apparente à ce qui est inscrit dans la Bible. Nous sommes tous égaux et je pense que c'est la même chose que nous trouverons dans le Coran, dans la Torah. Tout le monde est égal devant Dieu, mais c'est un peu étrange d'entendre les idées selon lesquelles certains prétendent à une certaine exclusivité. Mais nous partirons de ce qu'il y a en réalité. Bien évidemment, l'ONU avait été créée pour résoudre les situations de crise. Elle a connu différentes étapes et encore tout récemment, il y a quelques années, nous avons entendu dire qu'elle avait vieilli, qu'elle n'était plus utile. Et cela intervenait au moment où elle gênait certains à parvenir à leurs objectifs. Et nous avons toujours dit que une organisation universelle telle que l'ONU est unique et elle a été créée justement après la Deuxième Guerre mondiale pour résoudre les différends à l'international. Je sais votre préoccupation concernant l'opération militaire spéciale menée par la Russie dans le Donbass, en Ukraine, et je pense que ce sera l'essentiel de notre discussion aujourd'hui. Et à cet égard, je tiendrai à noter que tout le problème est apparu après le coup d'État qui est intervenu en 2014 en Ukraine. C'est un fait évident. On peut le qualifier comme on veut. On peut avoir tel ou tel avis sur cette question, mais en tout cas, c'est véritablement un coup d'État anticonstitutionnel. Donc ensuite, il y a eu la manifestation de la volonté populaire des habitants de la Crimée et de Sébastopol. Ils ont donc agi comme avaient agi à leur époque les habitants du Kosovo. Donc ils ont manifesté leur demande d'indépendance et ensuite ils ont demandé à se rattacher à la Fédération de Russie. La différence, c'est que au Kosovo, la décision avait été prise par le Parlement, alors qu'en Crimée et à Sébastopol, c'était sur la base d'un référendum d'initiative populaire. Et c'est le même problème qui s'est manifesté dans le sud-est de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'il y a deux territoires, deux entités n'ont pas accepté le coup d'État de 2014 et elles ont fait l'objet de pressions très très fortes, notamment par
le biais d'une opération militaire avec l'emploi de l'aviation de combat et de l'artillerie lourde. Et c'est ainsi que la crise est apparue dans le Donbass, dans le sud-est ukrainien. Et comme on le sait, après une nouvelle tentative vaine de Kiev de résoudre par la force cette situation, donc des accords ont été conclus à Minsk, dans la ville de Minsk, et c'est ce qu'on a appelé les accords de Minsk, visant donc le règlement de cette situation dans le Donbass. Malheureusement, pour nous, pendant 8 ans, nous avons vu que les personnes sur place se retrouvaient victimes d'un blocus, et les autorités de Kiev l'ont dit publiquement. Elles ont dit qu'elles organisaient un blocus. Elles ne se sont pas gênées pour le dire, alors qu'au début, elles ne le disaient pas. Et donc, il y a toujours une pression militaire. Et dans ces conditions, après que les autorités de Kiev ont publiquement, j'insiste là-dessus, publiquement, par la voix des premiers responsables de l'État, ont dit qu'elles n'étaient pas prêtes à respecter les accords de Minsk, dans ces conditions de génocide, nous avons reconnu ces 2 territoires comme indépendants. C'était une mesure, je le répète, obligatoire. Nous étions obligés de le faire. Malheureusement, nos collègues occidentaux ont préféré ne pas remarquer tout cela, et après que nous avons reconnu l'indépendance de ces pays, ces États se sont adressés à nous pour demander une aide militaire pour résister contre cette agression. Et nous avons, en vertu de l'article 51 de la Charte de l'ONU, nous avons été obligés de le faire, et c'est là que nous avons lancé cette opération militaire. Je voudrais vous informer du fait que, malgré le déroulement en cours de cette opération militaire, nous espérons que nous parviendrons à trouver un accord par la voie diplomatique. Nous avons des pourparlers, nous n'y renonçons pas. Et de plus, lors des discussions d'Istanbul, je sais que vous étiez justement aujourd'hui, vous avez parlé aujourd'hui avec le président Erdogan, nous avons pu obtenir un certain progrès, une avancée, parce que la demande de garantie de sécurité de l'Ukraine, justement, nos collègues ukrainiens n'ont pas lié cela à une notion telle que le respect des frontières nationales, et en mettant entre parenthèses le sort de la Crimée, de Sébastopol et des républiques de Donbass qui ont été reconnues par la Russie. Donc il y a des conditions. Mais malheureusement, la conclusion de ces pourparlers a montré que, en tout cas, il y avait une intention de notre part de créer des conditions favorables à un accord. Mais nous avons été confrontés à cette provocation de Boutcha. Nous savons qui a fait cette provocation, nous connaissons ces personnes, et la position de nos négociateurs sur l'Ukraine a évidemment changé après cela. Et les négociateurs ukrainiens ont cessé de mettre entre parenthèses la question territoriale pour le règlement de la paix, c'est-à-dire la Crimée, Sébastopol et le territoire de Donbass. Ils ont refusé. Et dans le projet d'accord, on nous a dit que ces 2 questions doivent être réglées entre les chefs de l'État. Mais pour nous, c'est clair que ces questions, si nous les portons à la discussion des chefs d'État, sans les avoir réglées à l'avance, au préliminaire, au moins dans un projet, ne seront jamais résolues. Et on ne pourra pas les signer si on ne règle pas la question du territoire. On ne peut pas fournir de garantie de sécurité pour l'Ukraine. Mais malgré tout, les discussions se poursuivent. Elles se poursuivent aujourd'hui sous forme de visioconférence, et j'espère
malgré tout que cela nous permettra de parvenir à un résultat positif. Voilà, c'est ce que je voulais dire en préliminaire. Nous aurons d'autres questions que nous allons aborder qui sont liées à cette question. On peut aussi discuter d'autres questions. Je suis très heureux de vous voir. Bienvenue à Moscou. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de m'accueillir ici à Kremlin. C'est vrai qu'en tant que secrétaire général, je suis principalement préoccupé par les situations en Ukraine. J'ai une compréhension claire de ce dont nous avons besoin. C'est l'ordre multilatéral basé sur la charte de l'ONU et le droit international. Toutes règles qui seront introduites devraient l'être avec un consensus de la communauté internationale et correspondre pleinement aux normes du droit international. Je crois fermement en droit international, en charte de l'ONU. Voilà pourquoi nous avons souvent des points de vue différents sur les situations qui se produisent. Je comprends que la Fédération de Russie a un nombre de reproches concernant ce qui se passe en Ukraine, tout comme concernant la sécurité européenne. J'ai travaillé dans le cadre de plusieurs fonctions. Je me souviens que j'ai eu une réunion avec vous quand j'étais au poste du président de l'Union européenne, quand je travaillais dans le gouvernement portugais et quand j'étais responsable des relations Russie-UE. Je comprends votre mécontentement que vous éprouvez, mais de notre point de vue, ce mécontentement devrait être résolu sur la base des différents instruments proposés par la charte de l'ONU. Nous sommes persuadés que la violation de l'intégrité territoriale de n'importe quel pays ne correspond pas du tout à la charte de l'ONU. Nous sommes préoccupés par ce qui se passe et nous considérons qu'il y a eu une invasion sur le territoire ukrainien. Pourtant, je suis venu à Moscou avec une approche pragmatique. Nous sommes préoccupés par la situation humanitaire en Ukraine. L'ONU fait partie des négociations politiques. Nous n'avons jamais été invités pour participer dans le processus de Minsk ou dans le format Normandie. L'ONU n'a jamais fait partie de ces formats. Nous ne faisons pas partie des négociations. Et j'avais la possibilité de l'exprimer au président Erdogan. Nous avons un dialogue, nous soutenons le dialogue entre les deux pays et la bonne volonté de la Turquie pour le promouvoir. Mais notre tâche principale concernant la situation humanitaire en Ukraine, c'est d'améliorer cette situation, de la résoudre. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai eu une réunion avec le ministre Lavrov et j'ai fait deux propositions. Première chose, mettre en œuvre notre proposition que nous avons formulée lors de la rencontre avec le ministre de la Défense. Nous avons une équipe qui travaille avec ce ministère pour éclaircir la situation concernant les corridors humanitaires. Cette coopération a été très fructueuse. Mais franchement, nous faisons face à un nombre de situations où la Russie déclare la création des corridors, l'Ukraine déclare la création d'autres corridors et finalement, rien n'est mis en œuvre en réalité. Voilà pourquoi nous proposons de créer un groupe de contact humanitaire dans le cadre duquel la Russie, l'Ukraine et l'ONU pourront discuter ensemble des situations pour que ces corridors soient vraiment efficaces, pour que personne n'ait de prétexte pour éviter cette mise en œuvre. De l'autre côté, nous comprenons à quel point la situation à Mariupol est difficile. Encore une fois, concernant cette situation,
je voudrais dire que l'ONU est prête à mobiliser toutes ces possibilités logistiques et toutes ces ressources humaines ensemble avec la Croix-Rouge. Hier, j'ai discuté avec Peter Maurer. Il soutient pleinement cette initiative. Il est prêt à travailler ensemble. L'idée, c'est que nous devrions travailler ensemble avec les forces armées de la Russie et de l'Ukraine pour, une fois pour toutes, résoudre ce problème. Ce sera une opération d'abord pour évacuer les personnes civiles de l'usine. La Russie est accusée constamment du fait que cette évacuation n'a pas lieu. De l'autre côté, la Russie a annoncé la création des corridors qui ne sont quand même pas utilisés. Nous sommes prêts, ensemble avec la Croix-Rouge, avec la Russie et l'Ukraine, à évaluer la situation à l'espace de 2-3 jours. Cela permettra d'évacuer ceux qui voudraient s'évacuer. C'est un processus tout à fait volontaire. De l'autre côté, en ce qui concerne Mariupol, une grande superficie, une grande partie de la ville a été détruite. Beaucoup de gens y restent et sont dans une situation difficile. Ils veulent quitter la ville. Certains veulent partir pour la Fédération de Russie, d'autres sur les territoires contrôlés par les forces ukrainiennes. Ensemble, avec la Croix-Rouge, nous serons prêts à utiliser toutes nos ressources pour travailler ensemble avec les autorités russes et celles de l'Ukraine pour créer cette opportunité, pour garantir une évacuation de ces personnes. Ce sera un processus un peu plus long. Il faudra avoir des formes de coopération concrètes, spécifiques, mais nous avons un très grand intérêt à le faire. Nous poursuivons un seul but, apaiser la situation des gens, réduire leur souffrance. Comme je l'ai dit déjà, on ne peut le faire qu'en réunissant les deux parties et la Croix-Rouge, en créant les conditions nécessaires en toute transparence, pour que personne ne puisse accuser les autres en disant que quelque chose n'a pas lieu. Si vous me permettez, je connais très bien, personnellement, j'ai lu tous les documents du tribunal international sur le Kosovo. Je me souviens parfaitement de la décision prise par le tribunal sur le fait que lors de l'autodétermination, tel ou tel territoire, quel qu'en fût l'État, n'est pas obligé de demander aux autorités de son pays. C'était dit à l'égard du Kosovo. Et c'est là la décision du tribunal international. Et cette décision a été soutenue par tous. J'ai lu moi-même tous les commentaires politiques, les organes politiques, juridiques des États-Unis, de l'Europe. Tout le monde a soutenu cela. S'il en va ainsi, ça veut dire que les républiques du Donbass, la République de Donetsk et la République de Lugansk ont le même droit, sans s'adresser aux organes centraux de pouvoir d'Ukraine, à demander leur indépendance. Parce que le précédent a été créé. C'est ainsi? Vous êtes d'accord avec moi? Avant tout, Monsieur le Président, l'Organisation des Nations Unies ne reconnaît pas Kosovo. Oui, mais le tribunal, lui, l'a reconnu. C'est le tribunal qui l'a reconnu. Ça veut dire que si ce précédent a été créé, ça veut dire que c'était la même chose qui pouvait se faire dans le Donbass. En faisant cela, nous, de notre côté, nous avions le droit de les reconnaître comme États indépendants. Et c'est ainsi que beaucoup de pays dans le monde l'ont fait, et notamment nos opposants occidentaux, à l'égard du Kosovo. Le Kosovo a été reconnu par beaucoup de pays, c'est un fait, par beaucoup de pays occidentaux, en tant qu'État indépendant. C'est la même chose que nous avons faite à l'égard des républiques de Donbass. Mais après que nous avons fait cela,
Ils nous ont demandé de leur apporter une aide militaire à l'État de l'État qui mène contre eux une opération militaire. Et nous avions le droit de faire cela conformément à l'article 51 de la charte de l'ONU. Attendez, on va en parler encore avec vous. La deuxième partie de votre question. Il s'agit de Mariupol. Là-bas, la situation est complexe. Elle est tragique. Mais en réalité, elle est toute simple. Aujourd'hui, j'ai parlé avec le président Erdogan. Il disait qu'il y a des combats. Il n'y a pas de combats là-bas. Ils sont terminés. Il n'y a plus de combats à Mariupol. Ils sont terminés. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'armée ukrainienne qui était installée dans d'autres zones industrielles. Elle s'est rendue. Ils sont prisonniers. Ils se sont rendus. C'est presque 1300 hommes qui se sont rendus. Et en réalité, même un peu plus que ça. Il y a des blessés. Ils sont aujourd'hui dans de bonnes conditions. Et ceux qui ont été blessés bénéficient d'une aide médicale appropriée par nos médecins. Si le territoire de l'usine Azovstal est complètement isolé, j'ai donné l'ordre de ne pas mener d'assaut. Il n'y a pas de combat. Oui, nous entendons dire que de la part des autorités ukrainiennes qu'il y a des civils là-bas. Alors, les militaires ukrainiens sont obligés de les laisser sortir. Ou bien, ils agissent comme des terroristes dans beaucoup de pays, comme Daesh en Syrie, qui se sert des civils comme un bouclier humain. Donc, il n'y a pas plus simple que de les laisser sortir, ces civils. Vous dites que les couloirs humanitaires établis par la Russie ne fonctionnent pas. Monsieur le secrétaire général, on vous a induit en erreur. Ces corridors fonctionnent. C'est plus de 100 000 personnes qui en sont bénéficiées. 130 000 ou 140 000. Ils peuvent aller où ils veulent. Certains veulent aller en Russie, d'autres veulent aller en Ukraine. Où ils veulent. On ne les retient pas. On leur apporte une aide, un soutien. C'est la même chose que l'on peut faire avec les civils si effectivement il y en a sur le territoire d'Azovstal. Un exemple d'attitude humaine vis-à-vis d'elle est manifeste, c'est évident. Tout le monde le voit. Parler avec ces gens qui sont sortis de là-bas. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple pour les militaires, pour les membres du bataillon, les laisser partir, les retenir sans servir de bouclier humain, c'est inhumain. On a un contact avec eux. Ceux qui sont réfugiés dans les sous-sols d'Azovstal, ils ont un bon exemple. Leurs compagnons d'armes qui se sont rendus. Plus de 1000 personnes, 1300 personnes. Il leur arrive rien de plus. Si Monsieur le secrétaire général voulait voir, on peut travailler avec les représentants de la Croix-Rouge, avec d'autres représentants des Nations Unies, et voir dans quelles conditions ils sont retenus, voir ce qu'on fait avec les blessés. C'est la décision la plus simple qu'on peut faire pour cette question qui, au premier abord, n'est pas simple.